Merci beaucoup, Eva, pour votre mot. Et merci aussi, monsieur le directeur. Euh, donc, je vais discuter avec vous pour introduire la question de l'épistémologie du travail du train en Afrique autour de cette thématique et à partir de différentes expériences de terrain, mais aussi d'approches théoriques. Il y a exactement une semaine, un train déraillé près de Kolwezi au sud-est de la République démocratique du Congo. Le bilan est lourd. 75 personnes perdent la vie et 125 sont blessées. La vétusté des rails ainsi qu'une coupure de traction seraient en cause dans cet accident. Face à ce drame, la Société nationale de chemin de fer du Congo rappelle que la plupart de ces passagers péris étaient clandestins. Pour la société, il s'agissait d'un train de marchandises. Elle ajoute aussi que les sanctions seraient prises à l'endroit des coupables en infraction du règlement du trafic ferroviaire et des mesures sont prises pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Je cite. Cette déclaration de la Société ferroviaire congolaise ressemble presque mot à mot à celle qu'elle avait déjà faite en 2014 lorsqu'un autre train, encore de marchandises, encore transportant des passagers clandestins, déraillait dans la même région, faisant à l'époque 136 morts et plusieurs blessés. Comme en colonie, ces rails congolais d'aujourd'hui ne sont pas construits pour transporter les gens, mais des marchandises, toujours des marchandises, au point qu'aujourd'hui encore, quand des Congolais qui utilisent ces infrastructures, leurs infrastructures meurent, on les ramène à leur état de hors-la-loi, à leur état de passagers clandestins de la modernité. Quelle est la figure du train dans la modernité postcoloniale qu'un tel drame au Congo donne à voir aujourd'hui? Comment comprendre aujourd'hui la disjonction entre, d'une part, le discours sur le développement et la modernisation de l'Afrique par le train, et d'autre part, les vies noires qui continuent d'être ignorées dans ces projets et écrasées par ce même train comme à l'époque coloniale? Autrement dit, comment penser le rapport entre le train et la vie en anthropocène postcolonial? Dans cette présentation, je vais essayer de proposer quelques pistes théoriques et épistémologiques à ce questionnement général à partir de la tradition afrocritique, une tradition qui permet de remonter à la mémoire coloniale de la douleur noire, dont la figure du train est une des modalités. Il ne sera pas ici question de faire des propositions pour l'avenir du train en Afrique, étant donné le caractère contingent de celle-ci, tout simplement. Il s'agit au contraire de réfléchir sur la possibilité théorique d'arracher la mort de cette modernité, représentée ici dans l'image du train, de penser la possibilité de la vie après une modernité ferroviaire, coloniale et meurtrière, ou postcoloniale et meurtrière, comme c'est le cas aujourd'hui à Kolwezi. Une modernité ferroviaire postcoloniale qui date de 2 siècles déjà. Car en effet, au milieu du XIXe siècle, la construction et la spéculation ferroviaire sont à leur apogée, particulièrement en Angleterre, alors très en avance dans les innovations techniques. Dans le domaine s'exprime le lien entre prouesses à la fois techniques et architecturales. Les records de vitesse et de tonnage sont sans cesse loués. Comme le montrera Turner dans son célèbre tableau Pluie, vapeur et vitesse, le projet de l'industrie moderne est un signe de progrès représenté par la vitesse artificielle du train. Cette vitesse symbolise l'écrasement par la raison moderne des passéismes du romantisme. Le train véhicule alors l'idéal de toute une époque, celui du progrès humain qui se réalise par la raison et l'épanouissement individuel. Mais ce que cette vision moderne du train ne montre pas, c'est le monstre que recèle cette modernité.
ce monstre déshumanisant que Monet représente dans son tableau Le chemin de fer en 1870. Être fumant, figure de la décadence moderne qui symbolise l'errance de la modernité. Car si au XIXe siècle, le train représente le progrès mécanique de la science, il pose aussi la question essentielle de savoir s'il existe un décalage entre le savoir scientifique et la sagesse. Le train interroge, connaissances scientifiques et techniques mènent-elles naturellement les humains au mieux-être, comme les Lumières nous ont fait croire? 2 siècles plus tard, lorsqu'on se pose cette même question qui a tant alimenté la querelle entre les romantiques et les modernes, on se rend compte d'une chose, c'est que malgré les événements majeurs qui ont bouleversé notre monde depuis l'avènement du train au début du XIXe siècle, nous n'avons pas encore suffisamment tiré de leçons sur ce que la victoire de la logique moderne a fait de notre monde, de ce que le train a fait à nos campagnes, comme dirait Monet. C'est à partir de cette querelle entre les modernes et les romantiques que je vais donc situer mon propos en me servant de l'image du train, ce sujet qui nous préoccupe ce matin. Je ne reviendrai pas sur les critiques du modernisme, notamment de son caractère soit nihiliste, soit instrumental ou encore violent, qui ont déjà été mises en cause par une bonne partie des traditions critiques occidentales. Ce qui me préoccupe, c'est ceci. Si pour l'Afrique coloniale, le train est l'image de la mort au sens de la nécropolitique ou encore de la mort atmosphérique dans le sens de Fanon, si les projets du train en Afrique postcoloniale essaient de mimer les mêmes logiques et modalités mortifères du train colonial, alors comment peut-on penser la possibilité du surgissement de la vie dans la figure chaotique du train fumant et grognant en Afrique contemporaine? En d'autres termes, quelles sont les ressources théoriques dont nous disposons aujourd'hui pour penser la possibilité de sortie du train de la mort inscrite dans une temporalité coloniale? Voilà en gros les questions à partir desquelles je vais vous proposer un cadre ou un cadrage épistémologique sur le train en Afrique postcoloniale ce matin. Et pour répondre à cette question, je partirai premièrement d'un cas spécifique, celui de la ville d'Uvira, à l'est de la RDC, une ville encore aujourd'hui parsemée de rails qui ont survécu à la disparition de la voie ferrée construite entre Uvira et Kamanyola entre 1931 et fermée à partir de 1931 et fermée en 1957. C'est cette ville qui est aujourd'hui proposée comme indispensable dans un projet d'émergence économique en Afrique de l'Est. Et ceci par rapport au projet de train. Deuxièmement, je montrerai que, comme à l'époque coloniale, ce projet s'inscrit dans une rationalité instrumentale qui rend ses inventeurs aveugles à la mort qu'il veut véhiculer. Tout se passe comme si, autour de ce train, et de ces projets, le temps n'était jamais passé, comme si le temps ne nous avait pas appris combien la logique purement capitaliste derrière ce projet pouvait laisser périr tant d'humanité noire en cette post-colonie, comme si, pour les Noirs, l'arrivée du train devait toujours être précédée par une forme de mort atmosphérique, produire encore et encore de la nécropolitique. Troisièmement, je montrerai quand même que cette perspective mortifère n'est ni définitive ni inéluctable. Mais pour en sortir, c'est-à-dire pour faire surgir l'idée d'un train de la vie à la place du train de la mort, nous avons besoin de repenser théoriquement et épistémologiquement le rapport entre le colonialisme et le temps dans ses continuités et ses discontinuités. Cela veut dire que nous devons réfléchir sur la manière dont des éléments du dispositif colonial façonnent le présent postcolonial et la possibilité de l'avènement des discontinuités qui nous permettent de passer du temps de la mort à celui de la possibilité de la vie. Je montrerai qu'un tel avènement présuppose une fixation non sur le train
en tant que tel comme modalité technique et violente en postcolonie, mais sur les sujets agissant autour du train. Je vais développer cet argument à partir de ce point-ci. Donc, je vais illustrer la question de la violence du train colonial. Ensuite, le mimétisme postcolonial du train à partir du cas de Uvira. Le marché fantôme et libéral du train et ses fondements théoriques. Les questions de schizophrénie dans ce mimétisme du train postcolonial et réfléchir sur le rapport entre le surgissement d'une possibilité d'un train de vie en postcolonie. Commençons donc par analyser dans un premier point la violence du train colonial. Durant la colonisation, une ligne de chemin de fer à voie unique avait été construite entre Uvira et Kamanyola dans le sud Kivu, à l'est du Congo. Cette ligne devait aller jusqu'à Bukavu afin de relier le lac Kivu au lac Tanganyika. Ce projet s'inscrivait dans un plus vaste projet de chemin de fer qui devait relier le Cap au Caire. Il s'inscrivait aussi dans la volonté de la Belgique coloniale de s'assurer le transport maritime depuis Anvers vers le Congo et pouvoir pénétrer et désenclaver certaines régions du Congo, dont le Kivu, comme nous allons l'apprendre dans le cadre d'une présentation aujourd'hui, si j'ai bien compris, Monsieur le Président. L'objectif principal était de pouvoir faciliter l'exportation des matières premières à l'époque. Non seulement cette entreprise avait reçu de très larges étendues de terre pour ses travaux aux dépens des populations locales, mais elle a aussi réquisitionné les populations de la région pour la construction de ce chemin de fer. La difficulté qu'a rencontrée la société dans ce projet a ensuite pesé lourdement aux travailleurs noirs qui alors ont payé cher, très cher, à la fois l'énormité du travail, mais aussi l'impréparation des constructeurs. On ne comptait plus le nombre de morts, de déplacements de longue durée et de destruction des corps et des territoires de vie. Pour les populations de la région de Grand Lac, le train représentait alors le monstre colonial du travail forcé. Une violence atmosphérique, c'est-à-dire l'atmosphère de violence qui règne en cette période de construction du train. Métaphoriquement, le train était la décadence insoutenable du travail forcé. Sa cadence, l'engrenage dans lequel étaient appelés colonisés. C'était le monstre qui broyait les colonisés. C'est ce monstre en acier qui broyait au jour du jour, mais aussi après le travail, par cette simple idée que la même corvée, sinon pire, nous attendait le lendemain, et avec elle la mort, une mort possible. Le train à Uvira représentait donc cette violence qui se déployait au-delà de son centre d'administration. Cette violence qui, selon Fanon, s'épuise en lutte fratricide et en suicide collectif. Or, moins d'un siècle après, c'est ce train épique, fantôme et disparu, qui entre à nouveau en gare. Ce train de vie, sa cadence et son rythme en tant qu'un état psychique dévastateur. Il s'agit d'un retour à la fois mimétique et schizophrénique. Mimétique car il reprend le même discours colonial d'un train pour les échanges commerciaux. Schizophrène car, de la même manière qu'à l'époque coloniale, la question de ses effets par rapport à la violence ne se pose pas. Le train est monstrueux et le monstre se pose en termes d'absence d'humanité. Après tout cela, comment comprendre aujourd'hui les projets de train dans une bonne partie de l'Afrique et ces discours qui, comme en colonie, se concentrent sur ces rapports au commerce? Quels en sont les fondements théoriques aujourd'hui? C'est cette question que nous allons voir dans la deuxième partie que je présente ici.
Depuis quelques années, la Tanzanie développe une série de projets de construction de chemins de fer avec ses pays voisins, le Rwanda, le Burundi, la RDC, pour le commerce. Une voie ferrée de 1637 km doit relier le port de Dar es Salaam à des pays voisins, dont le Rwanda et la RDC. Un accord de projet de ligne de fer était passé en 2018 entre la Tanzanie et le Rwanda pour la construction d'une voie ferrée de 400 km de long allant d'Isaka à Kigali. Un protocole d'accord en vue de la construction des chemins de fer pour relier les trois pays a été signé en décembre 2019 entre la RDC, la Tanzanie et le Burundi. Et fin 2021, les gouvernements tanzaniens et burundais signaient un accord pour entamer la mobilisation du financement nécessaire au projet. La RDC est l'un de ces acteurs les plus importants de ce pacte et les tractations politiques en cours indiquent une adhésion imminente de la RDC dans la communauté de l'Afrique de l'Est, donc l'East African Community, d'ici avril 2022. Le projet de train va davantage rendre cette adhésion palpable pour poursuivre l'objectif de la règle du libre-échange qui vaut dans l'organisation économique sous-régionale. Dans ce projet, la ville d'Uvira, à l'est de la RDC, est stratégique du fait de sa proximité au Rwanda, au Burundi et au lac Tanganyika, donc une possibilité de pouvoir aussi relier le Tanganyika au lac Kivu. Ville portuaire, Uvira possède le port de Kalundu, le deuxième grand port maritime de la RDC. Une fois réhabilité, ce port sera l'un des plus importants de l'Afrique de l'Est après celui de Dar es Salaam. Mais si ce projet du train attire autant de fonds en Afrique, elle coexiste avec une réalité autre à Uvira, celle d'une ville en proie à des conflits armés et à la dégradation de l'environnement. En effet, malgré sa grande importance stratégique, Uvira est une ville de moins de 50 km². Elle est littéralement coincée entre le lac Tanganyika et la chaîne de Mitumba. Elle compte environ 280 000 habitants avec une très forte densité de 5 600 habitants par kilomètre carré. On y trouve également environ 37 000 personnes déplacées des conflits armés situées dans les moyens et hauts plateaux qui la surplombent. Cette ville héberge également environ 1000 réfugiés burundais. Deux éléments posent question lorsqu'on s'imagine la place que la ville d'Uvira a dans ces projets de chemin de fer qui mettent en jeu des milliards de dollars en Afrique. Premièrement, Uvira est une ville qui subit continuellement des attaques armées de tout genre. Dans ses alentours opèrent des groupes armés congolais, rwandais, burundais, mais aussi des éléments des armées et des renseignements de tous ces pays, en plus de l'Ouganda. Uvira est donc une sorte de capitale d'une région en guerre par procuration où s'affrontent les régimes rwandais, burundais, ougandais autour de divers enjeux sécuritaires. La question qui se pose ici est celle de savoir comment ça se fait que ces mêmes pays qui se font la guerre par procuration arrivent quand même à se mettre d'accord sur des projets de commerce. On sait à quel point des grands bailleurs de fonds poussent ces projets à partir de la conviction que l'avènement du train suscitera de l'engagement en faveur de la paix. Or, comme me disait un député congolais il y a 2 semaines lorsque j'étais à Kinshasa, il disait « Lorsque des décideurs congolais de Kinshasa parlent de la guerre à Uvira ou à l'est du Congo, on a l'impression que cela se passe à Kaboul, tellement c'est très lointain pour eux. » Le Rwanda, le Burundi ou encore l'Ouganda qui ont réussi à exporter leur guerre vers l'Uvira diraient certainement la même chose. On peut donc se demander ce rapport entre le train et la guerre, comment le penser. Deuxièmement, Uvira est une ville qui est en train de tomber littéralement en ruine malgré la résilience de ses habitants.
Il s'agit d'une ville qui est continuellement en proie à des glissements des terres et des inondations. Le lac Tanganyika ne cesse de sortir de son lot, allant parfois jusqu'à environ près d'un demi-kilomètre dans la ville. La plus grande catastrophe de ce genre a fait au moins 54 morts, 185 blessés et plusieurs personnes portées disparues à la suite de la crue de 2 rivières qui traversent la ville il y a seulement 2 ans. Des milliers de maisons ont été détruites et d'autres emportées par les courants d'eau vers le lac Tanganyika. Environ 78 000 personnes ont été directement affectées par cette catastrophe. Mais non seulement on ne peut pas s'attendre à ce que le très maigre budget d'environ 7 milliards de dollars de la RDC parvienne à aider les populations de cette ville, mais aussi rien n'a été fait pour prévenir les prochaines catastrophes. Uvira et ses populations donc sont en train de disparaître petit à petit malgré le projet pharaonique de plusieurs milliards de dollars pour promouvoir les échanges économiques. Comment comprendre les logiques d'un tel marché et les fondements théoriques de ce retour du train malgré tout, c'est-à-dire malgré la catastrophe humaine et environnementale? Voilà la question à laquelle le point 3 va permettre de réfléchir. Ce qui est curieux à Uvira, c'est que toutes ces catastrophes humaines et écologiques touchent plus les êtres humains que le flux ordinaire de biens et de la consommation. Il est vrai qu'en dehors de la guerre et des catastrophes naturelles, Uvira est aussi l'une des principales plaques tournantes du commerce sous-régional, mais aussi des trafics de tout genre, comme celui de l'or ou des armes, de l'or produit à l'est du Congo et qui transite par le Burundi, le Rwanda, avant de se retrouver sur les marchés internationaux. Ce commerce et le trafic en question ne font jamais de discrimination. Ils fonctionnent et s'adaptent aussi bien en temps de guerre et de catastrophe. Parvenir à faire passer le train par Uvira est essentiel pour pouvoir absorber et réguler ses potentiels économiques, et ce, apparemment, peu importe que la ville et les habitants soient toujours présents. Ces surinvestissements dans la voie ferrée en vue de commerce semblent suggérer que Uvira représenterait la figure d'un marché fantôme où les humains ordinaires qui peuplent le territoire dans lequel ils s'instaurent valent moins que les échanges économiques. De ce fait, ce train qui arrive à Uvira ressemble beaucoup à celui de la ville que la ville a connu entre 1931 et 1957 durant la période coloniale. Et la mort sans mort qu'il symbolise représente aujourd'hui et beaucoup la violence atmosphérique caractéristique de la colonie. Mais comment comprendre aujourd'hui les fondements théoriques de ce retour du train, donc un train qui retourne dans une gare où le territoire et la population sont en train de disparaître? Selon Montesquieu, je cite, « Le commerce guérit des préjugés destructeurs et c'est presque une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. L'effet naturel du commerce est de porter à la paix. » Voilà l'une des thèses libérales de la pacification par le développement de l'économie des marchés qui font aujourd'hui l'avènement du train en Afrique des Grands Lacs. C'est une telle thèse qui a été appliquée depuis les années 1990 à plusieurs pays africains qui ont connu des soubresauts après la guerre froide. Cette thèse veut que la construction de ce qui a été appelé la paix libérale se fasse à partir de 2 piliers, la démocratie libérale et l'économie libérale. Après le cessez-le-feu, les négociations de paix, la transition politique, les élections, toute une série de réformes politiques, place aux réformes économiques pour faciliter le climat des affaires.
Et peu importe si l'on vient de la guerre ou pas, ces réformes sont aujourd'hui nécessaires en Afrique pour prétendre à n'importe quelle aide ou n'importe quel financement des bailleurs internationaux. Mais cette thèse qui fonde aujourd'hui la politique du train dans la région des Grands Lacs n'a jamais considéré sérieusement ce que Montesquieu a ajouté lorsqu'il disait « Nous voyons que dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit du commerce, on trafique de toutes les actions humaines et de toutes les vertus morales. Les plus petites choses, celles que l'humanité demande, s'y font ou s'y donnent pour de l'argent. » Par là, on comprend que le fait de se faire le commerce ne suffit jamais pour avoir la paix et assurer le bien-être des gens, comme on l'observe d'ailleurs tristement pour le cas de ce qui se passe en Ukraine. Ainsi, le train d'hier et d'aujourd'hui à Uvira symbolise la misère à la base de la modernité, c'est-à-dire celle de n'avoir aucun fondement au sens de Nietzsche et de n'avoir jamais été moderne finalement au sens de Latour. En d'autres termes, le train à Uvira s'est basé sur des théories qui établissaient un rapport abstrait de causalité entre la vitesse et la prospérité hier et sur le commerce et la paix aujourd'hui. Or, ces théories sont avérées fausses et peuvent être considérées comme simplement des croyances. Voilà ce qui laisse le train apparaître comme l'accomplissement de cette modernité libérale au sens de laquelle l'humanité revêt des allures fantomatiques. Dans cette forme spécifique de paix libérale, les êtres humains à Uvira apparaissent comme des humanités floues et flottantes. Ces humains dont on dit que le marché est fait, mais aussi dont la mort n'impacte guère le marché. C'est cette forme de mort sans mort dont le train semble amener l'accélération aujourd'hui. Dès lors, la question qui se pose est de savoir pourquoi l'expérience passée du train à Uvira et la situation des populations n'ont pas été prises en compte dans les réflexions libérales sur le train en Afrique aujourd'hui et en RDC plus particulièrement. C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans ce 4e point. En fait, cette question nous renvoie nécessairement à la manière dont la vie devait être pensée après la nécropolitique coloniale. Comme le montre la tradition afrocritique, l'intérêt d'une telle perspective n'est pas avant tout celui de lamentation par rapport à la violence coloniale. Au contraire, comme dit Achille Mbembe, cette tradition critique africaine nous permet de reprendre la question à savoir comment réconcilier la foi proclamée en l'homme et la légèreté avec laquelle on sacrifie la vie, le travail des colonisés et leur monde de signification. Une question qui est encore aujourd'hui actuelle par rapport au train. Cette perspective permet de s'imaginer une biopolitique qui ne soit pas mimétique, une relation à la technique et au train qui ne soit pas de nature nécropolitique comme en colonie, mais que ce soit une politique de vie, une pensée du train de vie. C'est pour cette raison que nos savants africains comme Mudimbe disaient que pour répondre à ces genres de questions de la vie après la colonisation, il fallait avant tout aux Africains de se débarrasser de l'odeur du père. Pour Mudimbe, je cite, « L'Afrique ne doit pas se laisser étouffée par la science occidentale et doit se garder d'adopter tout le système occidental. Il lui faut se trouver une éthique, apprendre son odeur, comme le fait remarquer le philosophe camerounais Boussi Boulaga en parlant de la crise du manteau. » Appliqué au train, la question chez Boulaga est de savoir comment penser la modernité du train en Afrique au-delà de l'idée de l'authenticité africaine et du mimétisme de l'Occident, car il ne s'agit pas de revenir à une certaine Afrique fantasmatique qui serait meilleure qu'une certaine modernité occidentale. Comment penser donc le train à partir de l'idée, je cite, de devenir pour soi de l'homme africain dont
la totalité de ses déterminations et de ses exigences. Or, ce n'est pas dans cette perspective que beaucoup d'hommes politiques africains et penseurs du train s'inscrivent. Par exemple, en 1961, Senghor consacre un poème de ses nocturnes à la gloire du train. Pour lui, le destin de l'Afrique postcoloniale consiste, je cite, à reprendre en main les machines ayant servi à l'exploitation coloniale de l'Afrique. Il écrit « Oui, nous prendrons aux conquérants leurs armes comme nous l'avons toujours fait. Admirez la locomotive, haute sur pattes, si souple et fine, comme un cheval du fleuve. » L'un des principaux problèmes de cette épopée senghorienne pour le train, c'est son essentialisme. Il considère le train comme quelque chose d'important et de nécessaire, indépendamment du temps et de l'espace et du rôle qui s'y joue. Tant qu'il promeut la croissance, alors il est bon pour partout et pour tous, peu importe ce qu'il fait des terres et des corps, des masses rurales qui en souffrent. Mais la question qui se pose, c'est la croissance pour qui? Donc la croissance par le train, pour qui? À quel prix? Pour quelles priorités? Pour quels intérêts? Silence. On est là dans ce que Fanon critiquait la même année d'ailleurs que lorsque Senghor écrit, donc en 1961, et qui s'apparente à l'odeur du père et de la crise du Montou dans cette manière de penser la vie après la colonisation à partir d'une incompréhension de la réalité des anciens colonisés. À ce propos, Fanon disait « La grande erreur, le vice congénital de la majorité des partis politiques dans les régions sous-développées a été, selon le schéma classique, de s'adresser en priorité aux éléments les plus conscients. Le prolétariat des villes, les artisans et les fonctionnaires, c'est-à-dire une infime partie de la population qui ne représente guère plus qu'un % de la population. Les partis nationalistes, dans leur immense majorité, éprouvent une grande méfiance à l'égard des masses rurales, c'est-à-dire à l'égard de ceux qui vont souffrir de ce train dans les campagnes. Or, malgré l'importance des masses rurales en Afrique, cette critique de Fanon reste encore d'actualité, car le projet du train qui va passer à Uvira et ses campagnes s'inscrit dans cette même vision de la critique mimétique et schizophrène. Ceux qui vont perdre leurs terres, ceux pour lesquels la corvée est réservée, ceux qui sont parmi les plus pauvres, ceux qui vont le plus souffrir d'exploitation, de toxicité et de plusieurs formes de perturbations engendrées par l'arrivée du train, ceux dont les villes sont en train de tomber en ruine, ceux-là ne sont pas concernés par la décision sur l'urgence de ce train qui, encore une fois, rentrera finalement dans leur gare. La question qui se pose dès lors, c'est de savoir s'il y a moyen de sortir de cette logique mimétique et schizophrène. Comment sortir de cette adoption impensée et non stratégique de la modernité du train en Afrique et à Uvira plus particulièrement? C'est cette question que nous allons penser dans le 5e point. Et pour pouvoir répondre à cette question très difficile, retournons au dialogue entre pluie, vapeur et vitesse de Turner et chemin de fer de Monet qui, au XIXe siècle, pose la question du train à partir de ce que la prouesse technique qu'il représente fait à l'environnement. Dans ce dialogue, on remarque que la question du rapport entre le train et la vie n'est pas encore suffisamment posée. Malgré les quelques aspects inquiétants d'un train et de faubourg noirci et ses effets sur la réalité sociale de cheminots, le monde ferroviaire continuera à inspirer des visions plus positives aux artistes comme dans l'air fer eau de Delaunay ou encore dans la fée électrique de Dufy. Il faudra attendre la Grande Guerre pour assister à un déplacement.
Le train n'est plus seulement cette machine ingénieuse de l'homme, mais un moyen pour sa destruction. Comme le montre l'exposé de l'œuvre de l'artiste autrichienne Seija Stojka, Vienne, la traque, la déportation exposée à la Maison Rouge en 2017. Le train représente l'extermination pour les Juifs et d'autres peuples. Il devient partie intégrante d'un dispositif de destruction de corps considéré inhumain et inutile. Il est possible d'imaginer que la durée poignardée de Magritte, peinte en 1938, annonce déjà ce tournant. Même s'il ne parle pas de guerre, la représentation d'une locomotive sortant d'une cheminée montre comment le train trouble une certaine tranquillité, fait surréaliste, une absurdité qui se réalise dans cette manière où le temps s'arrête, comme s'il prédisait l'arrêt d'un train de Stojka qui s'arrête inéluctablement dans les camps de concentration sans retour possible. Le temps est transfixé. Il signifie l'absurde qui consiste dans la mort du temps pour ceux qui doivent mourir et sa vie pour attester de cette mort. C'est cette thèse de la mort qu'on retrouve dans l'histoire du train à Uvira. Mais ce passage du train de la mort durant la guerre, la Grande Guerre, vers le train à Uvira n'est pas insensible au temps. Il ne signifie pas une durabilité coloniale mécanique. Certes, le train reste cette prouesse technique, mais la mort qu'il porte se présente à partir de son contraire, la paix. En d'autres termes, dans l'acception de la paix libérale, le train n'est pas ce qui transporte des corps qui vont mourir, mais bien des marchandises qui feront à ce que la mort par la guerre ne vienne pas. Plus précisément, à Uvira, le train reste nécessairement défini par la prouesse technique et l'image de la mort, mais une mort à la fois suspendue et ignorée. La mort qu'amène le train est suspendue par la réalisation de la paix libérale. Elle est ignorée par des projets qui, au lieu de mettre des moyens dans la pacification et la construction d'Uvira, promeuvent le train. Et finalement, elle est ignorée dans ses effets de violence atmosphérique qui le constituent. Dès lors, toute la question est de savoir comment se détacher de ce rapport à la mort dans la pensée du train en Afrique. Dans son commentaire sur La bête humaine publié par Zola en 1890, Gilles Deleuze explique comment le train dont parle l'auteur, donc ici Zola, ne symbolise pas seulement l'épopée industrielle du XIXe siècle, l'idée du progrès, de voyage et de désir de conquête, mais au-delà, la bête humaine de Zola symbolise aussi quelque chose de beaucoup plus profond selon Deleuze. Il s'agit de l'instinct de la mort. Elle n'est pas simplement un instinct qui, au sens héréditaire, reproduit la mort à chaque génération. Elle est aussi une forme d'hérédité sans objet qui se transmet d'une fêlure morbide, une attraction maladive pour la mort, je cite Deleuze. Cet instinct de mort a certes jusque-là reproduit la mort, mais la mort ne détermine rien. Elle n'est fixée à rien. L'instinct peut trouver de voies de sortie de la logique mortifère, non pas nécessairement lorsque les hommes puissants parviendront à se maîtriser eux-mêmes, à condition pour qu'ils puissent maîtriser la machine, mais lorsque ceux-ci se font écraser, lorsque ceux qui se font écraser pourront résister. De ce point de vue, le train n'est pas qu'une certaine essence mortifère qu'il peut symboliser selon des situations. Il n'est pas non plus, ce train, le progrès en soi, car cela ne peut être dit en dehors de tout rapport à l'appareil avec la dégradation des vies, des gens et de la nature. C'est que le train est une question de dosage. Il peut être poison ou remède, comme dirait Isabelle Stengers.
mais aussi le vécu du train, bien que violente, permet de créer une expérience pour résister et ainsi décaler la trajectoire de l'instinct de mort qui pourrait l'accompagner. Voilà ce qu'est le train d'Ouvira, une chose sans essence, une bête qui peut cesser de l'être, une bête que le train, par le truchement des acteurs, peut angéliser. Voilà ce qui nous mène au rôle du temps dans cet arrachement du train à la mort par la vie. Et ce sera mon tout dernier point et ma conclusion. Parler du train en Afrique postcoloniale, c'est s'inscrire nécessairement dans l'une des questions de la tradition afrocritique qui porte sur les continuités du colonialisme dans le présent, c'est-à-dire la manière dont les éléments du passé colonial façonnent le présent postcolonial. Observer des continuités, ce pouvoir avant tout se repérer à partir de plusieurs éléments constitutifs du dispositif de pouvoir colonial, dont les pratiques, les discours, les institutions, les idéologies, les formes architecturales, les aménagements technologiques. Bref, le dispositif foucaldien constitué du dit et du non-dit. Si nous prenons au sérieux cette réflexion foucaldienne de la domination comme effet d'un agencement d'éléments hétérogènes, il y a lieu de considérer le train en Afrique comme l'un de ces éléments non dits du dispositif de pouvoir colonial. De lors, poser la question du train en Afrique en relation avec la colonisation aujourd'hui, c'est interroger les continuités dont il est l'effet, non pour signifier que le système colonial en lui-même s'est poursuivi après les indépendances via le train, mais pour souligner la manière dont les divers éléments du dispositif colonial ont continué d'influencer les dynamiques politiques et économiques et reproduisant la violence sur le corps en période postcoloniale. Dans une telle perspective, la notion du temps colonial semble ne plus se plier à la fin de la colonisation telle que décrétée par le discours politique des indépendances. Il survit à celle-ci à travers les effets du dispositif d'une période en principe révolue qu'est la colonisation. On retrouve cette perspective dans Congo, fragment d'une histoire, une exposition photographique de l'artiste congolais Sami Baloji à Cherbourg en 2019. Dans l'exposition des photographies de l'époque coloniale auxquelles l'artiste superpose des images d'aujourd'hui, il montre comment la violence se reconfigure dans le temps et l'espace, mais toujours en partant du même principe, tantôt assumé, tantôt modifié ou alors subverti. Pour Sami Baloji, parler du Congo aujourd'hui, donc du train aujourd'hui à Uvira, ce pouvoir parler de toute cette trajectoire de lutte, des succès et d'échecs qui se situe dans cet entrelacement de temps. C'est par conséquent pouvoir donner une attention aux acteurs qui parviennent à assumer, à modifier, à subvertir ou encore à lutter. Une telle conception du temps postcolonial vient avec plusieurs conséquences par rapport à la pensée de villes ferroviaires africaines comme Uvira, dont les rapports entre le rail d'hier et celui d'aujourd'hui, à ce que le temps fait des dispositifs coloniaux et ses éléments. Elle permet de montrer que ce qui est en jeu à Uvira aujourd'hui ou dans les trains en Afrique de manière générale, ce n'est pas avant tout ces ruines qui restent du train colonial. C'est ce que les acteurs en font. Il s'agit donc d'introduire la pensée de l'être, de ce que, avec le temps, celui-ci fait des débris coloniaux. Une telle perspective est fondamentalement décoloniale car elle se concentre sur l'agencéité en tant que constitutif de la puissance noire après la colonisation. Ils ont une agencéité, c'est-à-dire des mécanismes d'adaptation, voire d'appropriation pour leur compte d'anciennes modalités de domination. Du train, ils peuvent en faire la vie ou la mort. Pour finir, je me résume en disant que
La prouesse technique, symbolisée dans la figure du train dans la modernité postcoloniale, fait remonter la mémoire coloniale de la douleur noire. De ce point de vue, le train en Afrique et à Uvira doit être stratégiquement abordé à partir de ses rapports au visage sauvage de la modernité. Mais cela n'empêche que le train soit en même temps appréhendé à partir de visages alternatifs qu'on peut saisir en se tournant vers ce que, en postcolonie, les acteurs font des débris du temps colonial. Soit un mimétisme douloureux, soit alors de la réappropriation stratégique. Voilà en gros le cadrage épistémologique sur le train en Afrique postcoloniale que je voulais partager avec vous ce matin. Merci.